Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la censure dans la recherche. Sachant que dans les mois à venir, vous allez être dans une boucle infernale sur ma chaîne où je ne vais parler quasiment que de recherche, puisque je n'arrive pas à sortir de cette boucle tant que je n'ai pas fini de creuser le sujet. Donc tant pis pour vous, mais j'espère que ça vous intéressera quand même. Et là, le sujet de la censure m'est venu puisqu'il y a un certain nombre de domaines en sciences sociales où le débat fait rage concernant la question même de faire des études sur certains sujets ou de ne pas les effectuer par peur des répercussions, des résultats qui seraient obtenus. Par exemple, je vais principalement me concentrer dans cette vidéo sur le cas de l'étude des différences de QI entre les groupes, par exemple entre hommes et femmes, entre groupes raciaux, où il y a un certain nombre de personnes qui pensent qu'il ne faudrait même pas réaliser des études sur le sujet par peur des conséquences et des réutilisations des résultats. Donc je vais dans cette vidéo essayer de présenter les pour et les contre et défendre la position qu'il faut réaliser toutes les études à ce sujet et sur la plupart des sujets en sciences sociales. Donc j'espère que cette vidéo sera convaincante. Si vous avez des contre-arguments, je suis vraiment tout oui. Et nous allons commencer immédiatement. Je vais déjà préciser de quel type de censure je parle, puisque de manière générale, la plupart des gens qui revendiquent la censure de contenu qu'ils considèrent comme faux. Par exemple, lorsque, vis-à-vis de l'éducation nationale, le créationnisme est censuré, c'est parce que la majorité des scientifiques, des politiciens, etc., ceux qui sont décisionnaires sur ce genre de choses, ou même des professeurs, considèrent que cette théorie est fausse, et donc il faut la censurer et qu'il faut, à la place, enseigner la théorie de l'évolution. Donc de manière générale, lorsque l'on censure et que l'on revendique cette censure, c'est parce que l'on argumente comme quoi ce contenu serait faux, donc il faudrait le censurer. De manière générale aussi sur les réseaux sociaux, c'est le cas. Lorsque un certain nombre d'individus veulent censurer des posts, ils utilisent souvent l'argument qu'il s'agit d'une fake news, où les informations sont fausses, donc il faut censurer le post en question. Or, dans le cas que je vais vous présenter, il ne s'agit pas d'une censure face à la fausseté, il s'agit d'une censure par anticipation, par peur des conséquences de la vérité. Ce qui est totalement différent, puisque ce sont des types de censure où les personnes qui censurent ne considèrent pas que l'information est fausse, mais ils considèrent que l'information est dangereuse. Et c'est cela qu'on appelle le risque informationnel, ou les info hazards, en anglais, avec mon accent vraiment nul. Et là, donc, même si parfois la véracité de l'information n'est pas forcément certaine, mais en tout cas, ils n'utilisent pas comme argument principal que l'information est fausse, mais plutôt qu'elle pourrait avoir des conséquences lourdes. Et c'est le cas, par exemple, de tout ce qu'on appelle la recherche à double usage préoccupante, si je traduis le terme en français. Il s'agit de recherches dont les résultats peuvent avoir à la fois de potentiels conséquences extrêmement positives pour l'humanité, mais à la fois présenter un risque vraiment majeur pour l'humanité. C'est le cas de la recherche en intelligence artificielle ou sur certains agents pathogènes que l'on va étudier, potentiellement modifier, et qui peuvent avoir des répercussions peut-être dramatiques sur l'humanité s'il y a des erreurs qui sont faites ou s'il y a certaines informations qui sont révélées et qui après sont réutilisées par des personnes mal intentionnées. Bon, le plus risqué, c'est que ce soit réutilisé par des États qui ont accès à des agents scientifiques qui ont les connaissances pour les utiliser. Donc c'est pour cela qu'on parle de risque informationnel, c'est qu'il ne s'agit pas d'informations nécessairement fausses. Par exemple, toutes les connaissances que l'on va accumuler sur ces agents pathogènes, ce ne sont pas des connaissances qui sont fausses, mais ce sont des connaissances qui sont dangereuses si elles sont mal utilisées. Donc c'est pour cela que l'on parle de censure dans un autre sens, dans un sens de risque informationnel, et non dans un sens de revendication de fausseté de l'information. Donc j'imagine que vous vous dites que les exemples que j'ai donnés jusqu'à maintenant ne font pas très sciences sociales, et vous avez raison, mais justement dans le cas des sciences sociales, il y a un certain nombre d'études qui ont de nombreuses répercussions, et donc qui sont vraiment placées au premier plan des risques informationnels. Et déjà, il y a quand même certaines spécificités que j'aimerais noter par rapport aux sciences sociales, qui sont que, notamment, le vocabulaire qui est utilisé est un vocabulaire assez proche du vocabulaire populaire, dans le sens où les termes qui sont utilisés comme l'intelligence, la personnalité, l'anxiété, ce type de termes sont utilisés à la fois par la population générale, mais à la fois par les scientifiques. Parfois, en plus, sans utiliser exactement la même définition. Par exemple, si l'on parle d'intelligence en psychologie cognitive, c'est la version opérationnalisée d'intelligence, c'est-à-dire sa mesure, donc les tests de QI, alors que dans la population générale,
il y a une définition qui est peut-être un peu plus floue, un peu plus générale. Donc, ce qui fait que les études qui sont faites à ce sujet vont être facilement réinterprétées puisque la plupart des gens ont en tout cas l'impression de comprendre les conclusions et en général elles sont quand même assez facilement compréhensibles par rapport à des études qui sont faites en machine learning, sur les agents pathogènes où il faut y avoir tout un vocabulaire de spécialistes et des connaissances pour arriver à facilement comprendre les conclusions. En tout cas en psychologie il y a une plus grande facilité à comprendre et à interpréter, ou une plus grande illusion de facilité à comprendre et à interpréter et à réutiliser les conclusions. En plus, les conclusions concernent directement les humains, puisque si l'on parle de femmes, d'hommes, de noirs, d'arabes, etc., il s'agit de personnes concrètes, il ne s'agit pas d'un agent pathogène qui ne concerne personne, donc forcément si l'on commence à faire des grandes vérités sur les agents pathogènes, les gens ne vont pas se sentir concernés et ne vont pas se dire que l'on est en train de parler d'eux directement, donc il y a moins de répercussions sociales et de réutilisation peut-être par rapport à des discriminations, ce qui fait en sorte que les répercussions des études qui sont faites, en tout cas en psychologie différentielle, c'est-à-dire dans le cadre de l'étude des différences entre les groupes, va avoir des répercussions assez grosses sur notre perception aussi des différents groupes si c'est réutilisé politiquement, socialement. Même si, de manière générale, les gens n'attendent pas d'avoir des études scientifiques pour déjà avoir des préjugés sur les groupes, et je ne pense pas que les études scientifiques aient des énormes répercussions. En général, ça va plus dans le sens des préjugés, mais ça ne va pas créer un préjugé de nouveau. En tout cas, je pense que c'est assez rare. Donc, il y a un fort risque informationnel dans le cadre des sciences sociales. Il existait déjà ce même type de débat dans les années 70, notamment avec la sociobiologie. Il y avait Wilson qui avait publié son livre qui se nomme Sociobiology, The New Synthesis, qui avait été énormément critiqué, notamment par ses détracteurs qui lui reprochaient de soutenir des politiques réactionnaires, et lui il répondait que son ouvrage avait mal été interprété. Et ce type de critique est encore d'actualité avec la psychologie évolutionnaire, qui a quand même plus le vent en poupe aujourd'hui que la sociobiologie, et également avec la psychologie différentielle. Donc les critiques sont toujours les mêmes, la critique de soutenir des politiques réactionnaires, conservatrices, et les personnes en psychologie évolutionnaire, en psychologie différentielle, qui répondent que non, ils ne font que de la description, de l'analyse de dynamique, de tendance, mais que leur objectif n'est pas la prescription. Et leurs détracteurs qui répondent que la description est déjà orientée, qu'il n'y a pas de description neutre. Enfin bref, c'est comme ça des allers-retours vis-à-vis de ce type de critique, et c'est dans ce genre de débat que s'inscrit la vidéo d'aujourd'hui. Dans ce débat, il y a une mise en balance entre des valeurs épistémiques et des valeurs morales. Les valeurs épistémiques étant cette quête de vérité, de savoir, de connaissance, et les valeurs morales étant plutôt un présupposé utilitariste dans le cadre de ce débat, puisque c'est la quête de la limitation des souffrances et de l'augmentation du bonheur et du plaisir. Donc déjà, il faut être d'accord avec ce présupposé de utilitariste, puisque ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est vrai que c'est un présupposé qui est quand même là de manière latente dans le débat et qui est assez peu remis en question. Et pour chaque étude qui est réalisée, souvent le débat sous-jacent c'est de se dire est-ce que cette quête de la vérité et de savoir qu'il y a une valeur en elle-même est plus forte que les potentielles répercussions négatives de l'étude. Or ce que je soutiens, c'est qu'il est pratiquement impossible de prédire à l'avance les répercussions sur le long terme, en termes de souffrance ou de bonheur générées sur la population de l'étude qui est réalisée. Puisque déjà que dans la plupart des domaines, par exemple en économie, qui sont des domaines tentaculaires, où il y a un modèle qui est en réseau au sein même de l'humanité, il est très difficile de prédire les répercussions de telle ou telle mesure, puisqu'il y a tellement d'événements qui sont imprévisibles, des catastrophes naturelles, une épidémie, des avancées technologiques qui vont avoir des répercussions imprévues, qu'il me semble pratiquement impossible de faire des prédictions sur le long terme. Donc je ne vois pas pourquoi ce serait le cas en recherche, et pourquoi en recherche, ces prédictions sur le long terme deviendraient tout d'un coup possibles. Donc se priver des valeurs épistémiques par peur de répercussions morales négatives, alors même que ces prédictions sont quand même assez faibles en termes de fiabilité, me semble vraiment dommage. Il y a l'exemple de l'étude des mouvements des planètes, où les aristotéliciens avaient tendance à souhaiter censurer ce type d'études par peur des répercussions politiques et sociales et religieuses, alors que finalement par la suite, l'étude des mouvements de la Terre a eu des répercussions très positives dans notre compréhension de l'univers, en termes de valeurs épistémiques, en termes de construction d'outils, etc. Donc,
Pour ma part, j'ai tendance à quand même plus valoriser les valeurs épistémiques puisque j'ai une vision, et ce qui est encore une fois un postulat de ma part, si vous n'avez pas la même vision, vous n'allez pas avoir le même cheminement de pensée, j'ai une vision plus progressive des sciences, dans le sens où une fois que l'on fait une étude, on sait quelle valeur épistémique cela va nous apporter par rapport à la méthodologie qu'on met en place. Peut-être qu'après le résultat va être remis en question, va être réfuté, mais ça nous fera toujours des données en plus qui ont été créées dans un contexte particulier et qui vont nous permettre de refaire des prédictions, de mieux comprendre un certain nombre de théories qui existaient déjà. Donc comme j'ai cette vision peut-être plus progressive des sciences, je considère que chaque étude en plus qui est effectuée de manière rigoureuse par rapport aux critères de l'époque a tendance à être un bien pour la recherche, et même si peut-être qu'elle sera réfutée par la suite, mais comme je considère que les études qui ont été réfutées ont tendance à quand même servir cette progression générale des sciences, eh bien je trouve qu'il est plus avantageux de faire ce pari, d'aller vers les valeurs épistémiques, que d'essayer de faire ce calcul qui me semble très douteux, des répercussions négatives ou positives d'un point de vue utilitariste des recherches en question, puisqu'en plus il est possible que sur le court terme il y ait des répercussions négatives, peut-être pour une partie de la population, alors que sur le long terme ces répercussions deviennent positives, ou l'inverse. Donc est-ce que l'on arriverait vraiment à prédire les répercussions sur le très long terme, sachant toutes les boucles de rétroaction, toutes les conséquences indirectes, tous les bouleversements que l'on va avoir dans les prochaines années? Ça me semble extrêmement douteux. Et parfois j'ai l'impression que certaines personnes pensent que des études seraient presque par principe négatives par leurs objets mêmes ou par leur construction même. Par exemple, si l'on pense à l'étude des bombes nucléaires, certains considèrent que l'idée même d'étudier ces bombes nucléaires ou de les fabriquer ne peut avoir que des répercussions négatives. Mais même là, je pense qu'il y a beaucoup de cas contre-intuitifs. Même si je prends le cas des bombes nucléaires, il y a tellement un effet de dissuasion que les bombes nucléaires, peut-être que intuitivement, on pourrait se dire qu'il n'y aurait que des effets négatifs puisqu'il s'agit d'une arme de destruction massive, mais si l'on y pense bien, il s'agit d'un effet de dissuasion tellement fort que peut-être qu'on a évité énormément de morts, énormément de conflits, juste grâce à ces bombes nucléaires. Donc même des cas où, au premier abord, on pourrait penser que ces études sont nécessairement négatives en termes de répercussions et de souffrances, finalement, sur le long terme, il peut y avoir l'effet opposé. Je vous ai présenté la mise en balance dans ce débat entre les valeurs épistémiques et les valeurs morales, et maintenant je vais vous présenter les différents arguments pour ceux qui valorisent plus les valeurs morales et ceux qui valorisent plus les valeurs épistémiques, même si j'ai déjà pas pu m'empêcher de donner mon avis. Mais bref, j'étais censée juste vous présenter normalement les deux types de valeurs, et je vais commencer par les arguments concernant les valeurs morales et ceux qui valorisent plus les valeurs morales dans la production de savoir. Il y a déjà l'argument de Douglas qui est que il y a une asymétrie entre la prise en compte des valeurs morales dans la production même de savoir et la prise en compte de valeurs morales dans l'anticipation des répercussions des études réalisées. C'est notamment le cas en psychologie. Pour ceux qui travaillent dans le domaine, je pense que vous vous rendez assez facilement compte que lorsque l'on souhaite réaliser une expérimentation, il faut passer par un comité d'éthique, il faut faire valider le design expérimental en étant certain que les participants, par exemple, ne vont pas avoir des répercussions psychologiques négatives, ne vont pas être blessés d'une quelconque manière. Et par exemple, l'expérience de Milgram qui avait été réalisée par le passé, elle serait quasiment impossible à réaliser aujourd'hui, tant les normes éthiques se sont durcies avec le temps. Et il y a une très forte exigence, même par exemple pour ceux qui font des études où ils doivent rappeler des traumatismes passés aux participants ou ce genre de choses, ils font très attention à la fin de l'étude d'essayer de compenser en faisant un moment où ils leur rappellent des événements plus positifs pour essayer d'avoir les répercussions les plus positives dans la vie des individus et que ça n'empiète pas sur leur quotidien. Donc il y a des fortes exigences là-dessus, et donc elle met en avant le fait qu'il y a une asymétrie, puisque pourquoi être aussi exigeant dans la production du savoir et pas dans les répercussions de la production de ces études. Là, dans les répercussions, on ne va pas se soucier de est-ce que telle personne va être blessée parce qu'on a dit telle chose sur son groupe social ou telle autre chose, alors même que lorsque l'on produit le savoir, on fait très attention à ce qu'il n'y ait pas le moindre stress, le moindre traumatisme. Un deuxième argument qui a été donné plutôt pour prioriser les valeurs morales est un argument des présupposés racistes et sexistes, qui a été donné par Rose, et qui soutient que les études qui sont réalisées par exemple sur les différences de QI entre groupes ne devraient même pas être faites, selon lui, puisque les choix de groupe utilisés, les choix de méthodologie utilisés
reflètent des présupposés qui peuvent être racistes ou sexistes. Par exemple, choisir de favoriser certaines capacités cognitives plutôt que d'autres capacités, pour parler d'intelligence avec le test de QI. Par exemple, le test de QI ne va pas valoriser les capacités émotionnelles. Pourquoi faire ce choix plutôt que de valoriser les capacités émotionnelles ? Après, il va aussi dire que les groupes utilisés, par exemple, choisir de comparer les noirs et les blancs, choisir de comparer les femmes et les hommes, va refléter aussi des groupes qui ne sont pas toujours reconnus par toute la communauté scientifique, par exemple les groupes raciaux. Il y a certains scientifiques qui considèrent que les races existent, d'autres qui considèrent qu'elles n'existent pas, donc choisir d'utiliser ces groupes et de les comparer est quand même un choix qui n'est pas neutre et qui reflète aussi certaines croyances en particulier. Et en plus, pour lui, ces études ne devraient même pas être faites, puisqu'il disait que si nous n'étions pas sexistes ou racistes, la question ne se poserait même pas d'essayer de voir les différences de QI entre ces groupes, que par exemple, on ne va pas essayer de voir les différences de QI entre un Alsacien et un Marseillais, parce que sans le racisme et sans ces présupposés que nous aurions intériorisés, nous aurions moins cette curiosité d'essayer de voir qui est supérieur à l'autre par rapport à ce critère. Un autre argument que j'ai trouvé intéressant qui permettrait de défendre la priorité des valeurs morales a été donné par Kitcher, et il dit que même si, par exemple, on valorise dans la société la liberté d'expression et la liberté d'explorer la plupart des sujets, qu'il y a constamment des dynamiques entre les libertés d'expression de chacun, et que il est très complexe d'augmenter la liberté d'expression de tout le monde, puisque certains discours et certaines pratiques vont augmenter la liberté d'expression de certains et diminuer la liberté d'expression d'autres personnes. Il prend l'exemple de certaines féministes qui mettaient en avant le fait que les prostituées, lorsqu'elles augmentent leur liberté d'expression et qu'elles mettent beaucoup en avant leurs pratiques, cela va changer l'image que certains ont des femmes, plutôt les considérer comme des sortes d'objets. Et la modification de cette image du groupe social femme va peut-être diminuer la liberté d'expression et la crédibilité que l'on donne à d'autres femmes, parce que ces femmes-là ont eu une plus grande liberté dans l'expression de leurs pratiques. Et donc là, ce serait un petit peu la même dynamique, augmenter la liberté des chercheurs, par exemple, d'étudier les différences cognitives entre les individus. Peut-être que pour eux, ce serait un bien en termes d'expression, mais cela pourrait, si l'on arrive à certaines conclusions, par exemple que les femmes sont moins intelligentes que les hommes par rapport au test de QI, diminuer la liberté d'expression des femmes, donc pas la liberté pure de parler, mais plutôt la recevabilité de ce qu'elles disent et l'écoute qu'on leur porte, parce qu'elles seraient décrédibilisées en tant que groupe social. Donc c'est quelque chose à prendre en compte selon Kitcher. Un autre argument est l'argument de l'induction pessimiste, que je vois plutôt utilisé en épistémologie d'habitude. C'est un argument du type « jusqu'à maintenant en psychologie il n'y a eu que des théories fausses, donc par induction on se rend compte que les théories actuelles sont sûrement aussi fausses ». C'est vraiment ce type d'argument en ultra résumé. Et là l'argument est utilisé dans notre contexte pour dire que jusqu'à maintenant les présupposés racistes, sexistes, validistes, etc. se ressentaient dans les théories qui avaient été formulées, ce qui a amené à des théories qui factuellement étaient fausses et qui avaient tendance à discriminer certains groupes sociaux. Donc si l'on se base sur une induction pessimiste vis-à-vis de toutes ces théories passées qui avaient tendance à rabaisser les groupes sociaux qui étaient déjà dévalorisés, eh bien il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas encore aujourd'hui. Donc il faudrait se méfier de toutes ces études sur les groupes sociaux, puisque peut-être que ces études ont tendance à reproduire des schémas de croyances qu'ont les scientifiques et qu'ils mettent involontairement dans leurs théories. Le dernier argument que je vais donner qui priorise les valeurs morales et qui a tendance à soutenir qu'il faudrait censurer certaines études à la racine est un argument de Douglas qui soutient qu'il y a une externalisation de la responsabilité des chercheurs qui n'a pas lieu d'être. Puisque, en effet, jusqu'à maintenant, si l'on ne censurait pas les études sensibles, des études qui par exemple pouvaient avoir des répercussions politiques assez fortes ou sociales assez fortes, eh bien c'était parce que les chercheurs considéraient que eux, leur objectif était de poursuivre la connaissance et la vérité, et que les répercussions possibles devraient juste être gérées par des entités extérieures. Donc l'externalisation de cette responsabilité de censure aurait dû donc être gérée par l'État ou par d'autres entités extérieures. Sauf que le problème étant que ces entités extérieures n'ont pas tous les pouvoirs. Et qu'une fois qu'une étude est faite et qu'elle a été publiée, c'est
trop tard pour un certain nombre de conséquences, puisqu'il peut y avoir des effets contradictoires, dans le sens, si l'État, par exemple, censure une étude après qu'elle a été publiée, il peut y avoir des effets inverses qui font que cette étude va avoir encore plus de succès, puisque la curiosité de la population va aller dans le sens d'aller voir pourquoi cette étude a été censurée. Ça nous amène à la conclusion par rapport à cet argument que un certain nombre de conséquences négatives des études qui sont produites ne peuvent être empêchées qu'à la racine, qu'à la production même de ces connaissances et non par une entité extérieure une fois que la production a été réalisée. Donc elle n'a pas tort sur ce point, il y a certains éléments qui ne peuvent être anticipés qu'à la racine et que par la censure même des études en question et non par les entités extérieures par la suite. En plus, il y a d'autres auteurs qui soutiennent que parfois, il n'y a que les chercheurs qui arrivent à anticiper les potentielles répercussions de leurs études, puisque ce sont des domaines très spécifiques où il faut avoir beaucoup de connaissances pour arriver à comprendre les dynamiques et l'insertion au sein de la société de ces connaissances. Donc c'est de la responsabilité des chercheurs aussi, de même se dire qu'il ne faudrait pas qu'ils fassent certains types d'études parce que ça pourrait avoir des répercussions négatives. Et il y a déjà certains chercheurs qui ont fait ce choix-là de ne pas réaliser certaines études parce qu'ils avaient peur des répercussions de ces études, donc qui ont fait le choix à la racine de ne pas réaliser ce type de production de connaissances. Nous arrivons à la fin de la première partie qui portait sur la priorisation des valeurs morales dans ce débat, et certains auteurs qui soutiennent qu'il faudrait censurer certains types d'études à la racine, même si la forme de cette censure fait aussi l'objet de débat, puisque certains pourraient considérer que c'est l'État qui a ce rôle de censure, d'autres qui considèrent que ce sont les scientifiques eux-mêmes qui doivent se censurer. Enfin, il y a quand même des débats sur cette notion de censure qui ne plaît quand même pas à tout le monde. Et je pourrais conclure de cette partie que le savoir est situé, le savoir est produit dans un contexte particulier, que ces auteurs ont tendance à considérer que les croyances des scientifiques peuvent avoir trop de répercussions sur leurs théories et que certains préjugés peuvent avoir des répercussions néfastes sur la population dans la production de théories au sujet de certains groupes, mais également que les scientifiques ont tendance à trop se dédouaner de leurs responsabilités vis-à-vis des conséquences néfastes de leurs études, alors que parfois ils sont les seuls à avoir la possibilité d'anticiper certaines conséquences et aussi de limiter certaines conséquences que l'on ne peut pas tout externaliser. Donc maintenant on va passer à la deuxième partie sur les arguments pour la priorisation des valeurs épistémiques, et je vais essayer de défendre qu'il faudrait prioriser les valeurs épistémiques. Maintenant, je vais mettre en avant les arguments en faveur de la valeur épistémique, et plutôt contre la censure de certains domaines ou de certaines hypothèses. Puisqu'en effet, jusqu'à maintenant, je n'ai pas parlé de ce qui était censuré précisément et comment c'était censuré. Et on pourrait censurer des domaines entiers, et ça pourrait avoir un intérêt pour certaines personnes en fonction de certaines circonstances. Par exemple, si la population de base a un avis sur une question, par exemple sur la question des différences d'intelligence entre les groupes, et que les personnes souhaitant censurer ont le même avis que la population et ne souhaitent pas que la population change d'avis, le fait de censurer tout un domaine de recherche va être avantageux dans leur cas, puisque à l'origine, la population a déjà leur avis, et donc la recherche sur le sujet aurait juste risqué de faire changer d'avis la population. Alors que dans d'autres cas, c'est l'inverse, il y a plutôt intérêt à faire continuer la recherche pour essayer de trouver certaines études qui pourraient aller dans leur sens et donc faire changer d'avis la population. Donc en fonction des circonstances, il peut être avantageux pour un certain groupe politique ou social de censurer ou de ne pas censurer, mais de manière plus générale, ce n'est pas un domaine entier de recherche qui est censuré, mais ce sont plutôt des hypothèses, sauf qu'ils sont obligés de censurer un sujet entier pour censurer l'hypothèse, puisque ce serait étrange de censurer l'hypothèse, voire impossible. Par exemple, dans le cas de l'étude des différences de QI entre les groupes, l'hypothèse censurée principalement, c'est l'hypothèse de trouver des différences entre hommes et femmes ou entre groupes raciaux, et comme cette potentielle hypothèse et donc ces potentiels résultats peuvent avoir des répercussions néfastes selon certains chercheurs, ils souhaitent censurer ce type d'études. Sauf que comme ils ne peuvent pas censurer les études une fois qu'elles sont sorties, certains souhaitent qu'aucune étude sur le sujet ne soit effectuée dès le départ, par risque de cette possible conséquence et de ces possibles résultats. Donc, nous avons des personnes qui souhaitent censurer certains potentiels résultats ou hypothèses, mais moi je soutiens que c'est une démarche qui est dangereuse épistémologiquement, puisque imaginons que vous ayez deux hypothèses, une hypothèse A et une hypothèse B.
Et que la censure actuellement ne passe pas par l'État, ne passe pas par des législations, mais passe plutôt par des formes de punition sociale implicites. Si vous êtes chercheur en psychologie et que vous concluez qu'il y a des différences de QI entre les races, autant vous dire que votre carrière va mal se passer et que vous allez être puni socialement, exclu de certains groupes sociaux, votre carrière va certainement ne plus trop évoluer et vous allez avoir du mal à trouver un poste si vous n'avez pas de poste. Ça va avoir plein de répercussions sociales et plein de répercussions d'un point de vue de votre travail. Donc imaginons que nous ayons l'hypothèse A et l'hypothèse B, que l'hypothèse A soit l'hypothèse des différences entre les groupes et l'hypothèse B l'hypothèse de non-différence entre les groupes, et que l'hypothèse A soit très coûteuse par rapport à la vie des scientifiques, à leur carrière, à leur vie personnelle. Cette hypothèse A est coûteuse à soutenir. Et que l'hypothèse B ne soit pas coûteuse à soutenir, voire valorisée socialement. À chaque fois qu'un chercheur soutient l'hypothèse A, le chercheur a des répercussions sociales négatives. À chaque fois que le chercheur soutient l'hypothèse B, il a des répercussions sociales positives. Et imaginons que dans la communauté de recherche, la plupart des chercheurs soutiennent l'hypothèse B. Est-ce que vous accordez une forte confiance à ce soutien, ou est-ce que vous n'y accordez pas vraiment de confiance? Parce que personnellement, plus c'est coûteux de soutenir une hypothèse, plus je vais être méfiante si tous les chercheurs, bizarrement, soutiennent l'hypothèse opposée, sachant que c'est valorisé socialement et que ça va être positif pour leur carrière, pour leur insertion sociale. Et je vais un peu développer tout ça grâce à une expérience de pensée. Je vais vous présenter une expérience de pensée qui a été décrite par le penseur Joshi et qui revient exactement à ce que je suis en train de vous dire. Imaginons que vous soyez dans une dictature nommée Utopia. Dans cette dictature, nous avons des chercheurs en économie qui sont censés faire de la recherche pour savoir si l'économie du pays se déroule bien. Et imaginons que tous les chercheurs qui concluent que cette économie se déroule mal ont tendance à ne pas avoir d'augmentation, ont tendance à perdre leur emploi, ont tendance à ne plus trouver de poste, ont tendance à être exclus socialement, etc., etc. Imaginons par la suite que un grand consensus d'experts ait tendance à conclure que l'économie du pays se déroule très bien. Et il n'y a pas de falsification de données, pourtant les procédures ne sont pas forcément fallacieuses, mais est-ce que vous accordez vraiment une grande crédibilité à cette conclusion ? Pour ma part, non. Donc même si nous ne sommes pas dans une dictature, j'ai tendance à diminuer la confiance accordée à une conclusion si le fait de soutenir l'inverse est trop coûteux socialement. Ce qui ne signifie pas que je soutiens que l'hypothèse coûteuse est la bonne. Juste, je suspends mon jugement parce que je considère que les conditions pour arriver à explorer ces deux hypothèses ne sont pas réunies et que les conditions de recherche ne sont pas bonnes. D'où le risque que je mettais en avant, le risque de fausses croyances, puisque, en effet, s'il y a un certain nombre de questions pour lesquelles soutenir une hypothèse est pratiquement impossible socialement sans avoir des conséquences négatives, dans ce cas, un certain nombre de chercheurs vont conclure de manière erronée l'hypothèse inverse, et il faudra énormément de temps et de changements peut-être de dynamique pour arriver à revenir sur cette fausse croyance. Et c'est pour cela que pour ma part, j'ai suspendu mon jugement sur beaucoup de questions en sciences sociales à cause de ces dynamiques-là, ces dynamiques de censure implicite. Et d'ailleurs, je pense faire une vidéo entière sur ce sujet, sur le sujet de l'influence de la politique en sciences sociales. Désormais, je vais parler des répercussions politiques de ce type de censure, puisque en effet, la plupart des gens ont du mal à se projeter sur l'intérêt des études, par exemple, sur les différences de QI entre groupes, sur l'héritabilité du QI ou ce genre d'études. Et ils pensent uniquement que ce sont des études qui ont pour but de rabaisser certains groupes dans la population, de faire un jeu de comparaison, mais ce n'est pas le cas. Il y a des répercussions politiques et sociales, et pour faire de la bonne politique, il faut avoir le plus d'informations possible. Et c'est le cas par exemple pour le QI, puisque imaginons que deux groupes différents aient constamment une grande différence de résultats scolaires. Le groupe A est très mauvais scolairement, le groupe B est très bon scolairement. Donc vous mettez tout ce que vous voulez dans ces deux groupes, mais imaginons que ce soit deux groupes ethniques, deux groupes de sexe, ou ce genre de choses. Et si vous êtes dans une hypothèse 100% environnementaliste, vous allez investir des millions, voire des milliards d'euros pour essayer de diminuer cette différence entre les groupes en vous disant « Ah, mais c'est peut-être que le groupe A n'a pas assez d'argent, donc il va falloir donner des aides sociales. Peut-être que le groupe A n'a pas assez de soutien scolaire, il faut leur envoyer du soutien scolaire. »
Et à chaque fois, vous allez investir pour essayer de diminuer cette différence. Imaginons que malgré les millions ou les milliards d'euros que vous ayez investis, cette différence ne diminue pas. Vous allez vous dire, ah mais peut-être que le reste de la population a internalisé des stéréotypes de discrimination envers ce groupe-là, et que c'est pour ça que face à ces stéréotypes, il va sous-performer. Donc vous allez encore essayer de trouver des hypothèses plus environnementalistes, essayer de réinvestir politiquement dans des campagnes, dans différentes mises en place pour diminuer encore cette différence entre les groupes. Or, si dans votre étude, vous concluez qu'il y a une part des différences entre QI qui n'est pas juste liée à l'environnement, mais qui est aussi liée à des prédispositions, et bien dans ce cas, ça ne sert à rien d'investir indéfiniment des milliards d'euros si il restera, quel que soit le contexte, une différence entre ces deux groupes. C'est une perte d'argent et du temps. Donc c'est pour cela que je dis que ce type d'étude a quand même une importance politique, c'est que avoir le plus d'informations possible permet de ne pas perdre du temps et de l'argent dans des entreprises qui sont vaines. Donc encore une fois, il s'agit d'un présupposé que j'ai, qui est que plus nous avons d'informations, plus nous arrivons à avoir une politique qui est efficace, hein, d'un point de vue économique, social, éducatif, etc. En tout cas, ça nous met dans des bonnes prédispositions pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Après, cela ne signifie pas que les meilleures décisions seront prises, mais sans les informations, cela sera plus difficile de prendre les meilleures décisions. Mais si ce n'est pas votre présupposé sur le sujet, en effet, nous pouvons avoir des conclusions qui divergeront. Et c'est pour cela que dans mon cas, je suis contre la censure, parce que je pense que la censure nous empêche d'accumuler le plus d'informations possible qui seraient utiles par la suite pour prendre les meilleures décisions. Un autre argument que je souhaite mettre en avant est l'argument de l'ignorance volontaire. Si l'on prend le cas du médecin, un médecin est censé constamment se renseigner sur le sujet de ces maladies, et si un jour une personne vient avec une maladie assez connue et que le médecin ne le détecte pas juste parce qu'il n'a pas fait les recherches au préalable pendant ses études sur cette maladie, alors qu'il s'agit d'une maladie qu'il aurait dû connaître et qu'il aurait dû apprendre, eh bien on peut considérer que le médecin est coupable d'ignorance volontaire, il n'a pas fait les recherches nécessaires, ce qui fait que peut-être que le patient par la suite est mort et qu'on peut reprocher au médecin de ne pas avoir fait ces recherches-là. Pour moi, c'est exactement la même chose dans la recherche. Le fait d'être pour la censure peut nous rendre coupables d'ignorance volontaire. Imaginons que par la suite, à cause de cette censure, il y ait des conséquences négatives ou dramatiques, et que l'on puisse établir le lien avec cette censure, eh bien ces personnes-là pourraient être responsables et pourraient être coupables de cette ignorance volontaire. J'aimerais bien finir cette vidéo en défendant une pluralité politique dans les sciences, et c'est ce que j'essaierai de défendre aussi dans ma vidéo sur les biais politiques en sciences sociales. J'ai tendance à considérer que la science n'est pas libre de valeur, value free, puisque c'est une position... Souvent, on oppose les personnes qui considèrent que toute science est située aux personnes qui considèrent qu'il est possible de faire une science entre guillemets neutre, la plus neutre et sans biais possible. Moi, je pense qu'il y a une forte influence de nos présupposés, de nos croyances politiques sur la manière dont nous faisons de la recherche, d'autant plus en sciences sociales, et je ne souhaite pas forcément que nous nous en extrayions totalement. Je pense qu'il y a des points sur lesquels ce n'est pas négatif, dans le sens, il peut y avoir certains sujets qui nous intéressent plus par rapport à notre orientation politique ou nos croyances, ou des hypothèses qui nous semblent être plus importantes ou plus crédibles. En revanche, c'est plus au niveau de la rigueur et de la méthodologie, où là j'ai tendance à essayer de limiter le plus les biais possibles et les présupposés. Donc je pense que voilà, je fais cette distinction-là, mais de manière générale, je ne crois pas en cet idéal de la neutralité en sciences, mais je pense que la pluralité peut vraiment être bénéfique dans les sciences, puisque justement nous ne sommes pas intéressés au même sujet, ni nous n'avons pas les mêmes hypothèses en fonction de notre orientation politique, et ça s'est notamment vu dans les études sur le divorce par exemple. Avant que les féministes arrivent et n'étudient le divorce, les questions qui étaient posées dans les questionnaires ou l'angle d'attaque n'était pas du tout le même, puisque avant, les questions qui étaient posées étaient plutôt négatives, dans le sens est-ce que vous vivez très mal votre divorce, est-ce que vous êtes en dépression, ou je sais pas, j'invente les questions, alors que par la suite, comme les féministes avaient tendance, pour certaines, à considérer que le divorce pouvait être positif dans la vie des femmes ou de certains hommes, eh bien les questions étaient orientées plutôt positivement. Est-ce que ça vous a permis de vous sentir peut-être plus libre? Enfin, vraiment, j'invente des questions, mais pour vous montrer qu'en fonction de nos présupposés, en fonction de nos croyances, la manière de faire une recherche va être totalement différente, et cela peut nous amener à des résultats différents. Et c'est pour ça que je pense que la pluralité est une bonne chose.
Au-delà de ça, je pense qu'il n'y a pas une pure distinction entre faits et valeurs, dans le sens où certains disent que la description, ce n'est pas la prescription, et je suis d'accord avec cela, mais en revanche, il y a quand même des croyances politiques qui sont vraiment basées sur des faits, et si l'on remet en question ces faits, cela va affaiblir ces positions politiques. Il y a des faits gênants pour certaines personnes. Et par exemple, pour les féministes, si l'on reprend certaines féministes, un certain nombre de féministes considèrent que s'il y a peu de femmes dans les postes de pouvoir, ce n'est pas à cause de différences innées entre les femmes et les hommes, mais c'est à cause de pression sociale. Donc pareil, si on remet en question ce fait-là, par un certain nombre d'études, cette position-là que les féministes ont va être affaiblie, et donc ça va affaiblir leurs croyances, puisque si l'on s'attaque à chaque croyance qui constitue le féminisme, et que chaque croyance est remise en question par des faits, ça va affaiblir la position générale du féminisme. Donc je ne pense pas qu'il y ait de distinction radicale entre faits et valeurs, mais en revanche, je suis d'accord que description n'amène pas à prescription, et là, nous sommes totalement d'accord. Donc voilà pourquoi je défends une forme de pluralisme en sciences sociales. En conclusion, je suis d'accord avec le fait que un certain nombre de recherches ont des répercussions sociales positives et négatives, et que parfois les chercheurs ont quand même une responsabilité dans le sens où ce sont les seuls à pouvoir endiguer certaines répercussions, mais d'un autre côté, ces répercussions sont très difficiles à anticiper. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger le coût de la censure, quelle que soit sa forme, et que ce coût peut avoir de grosses répercussions sur notre confiance épistémique, sur la manière dont la connaissance est produite et la confiance que le public accorde à ces connaissances scientifiques, mais également la manière dont nous pouvons réutiliser ces connaissances politiquement ou dans d'autres champs, puisque s'il y a une fiabilité qui est diminuée par la censure, ça va aussi affaiblir par exemple les sciences sociales, si les sciences sociales censurent énormément. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce sujet très très sensible, et j'espère d'ailleurs que la vidéo ne se fera pas censurer en elle-même. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.